Bonjour, nous sommes le vendredi 3 septembre 2021 avec une journée pour le mois de septembre est éclatante. Pour le mois de septembre, la température y est, mais il fait pas, on n'a pas de canicule, mais en tout cas, on a la chaleur qui est là, et en tout cas, un ciel azur tout comme hier, donc ça fait déjà le deuxième jour euh, de bon temps que ma région a connu, alors que je vous rappelle encore une fois, elle a connu des catastrophes d'été 2021, un des étés les plus humides jamais connus dans ma région. Encore aujourd'hui, enfin je dirais plutôt hier, il y a eu des inondations à New York avec d'innombrables victimes et on leur souhaite, je veux dire, paix à leur âme à tous ces victimes euh, qui, bon, des victimes dues au climat. Maintenant, il y a de nouvelles victimes, hein. Bon, avant, les victimes, c'était bon, les guerres. Maintenant, c'est le climat qui fait des victimes. Bon, avant, le climat a toujours fait des victimes, c'est pas ça. Mais ici, c'est de plus en plus. C'est de plus en plus de victimes. On connaît des inondations dans le monde entier. On connaît des feux de forêt. Enfin, quoi que vous allez me dire, les feux de forêt, c'est pas forcément climatique. C'est surtout la main de l'homme. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais malgré tout, bon, s'il n'y avait pas de la canicule, mais je veux dire, on n'aura pas des vents violents, ben, on n'aurait pas facilement des feux, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que les feux de forêt, c'est surtout, on va dire, la touche de l'être humain. C'est l'être humain qui, avant d'avoir un incendie, ça prend pas comme ça. Si vous mettez pas, je veux dire, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, un accélérateur de feu. S'il n'y a pas d'accélérateur de feu, ben, je vois pas en quoi le feu pourrait, comment il pourrait venir, hein. Si ce n'est par la foudre, oui, mais bon, c'est pas la foudre qui crée les feux de forêt. Généralement, c'est les mains de l'être humain. C'est vraiment les mains de l'être humain. Que ce soit volontaire ou involontaire, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des incendies volontaires, hein, dus à des personnes qui, bon, je veux dire, euh, voilà, des personnes dérangées, parce que pour mettre un feu dans une forêt, il faut être vraiment dérangé, quelle que soit la nature de la raison pour laquelle le feu a été mis, il faut être vraiment dérangé, hein. Hein, parce qu'on sait bien qu'au bout du compte, ça va tuer des gens, ça va, enfin, voilà, etc., etc. Donc, c'est une nature dérangée, celui qui met le feu. Maintenant, il y a des feux involontaires, c'est par exemple ceux qui veulent nettoyer les champs, bon, qui ne veulent pas faire passer des machines pour nettoyer les champs, ou pour, voilà, ils vont mettre le feu, mais volontaire. Mais c'est cadré, mais parfois les incendies partent, voilà, c'est hors de contrôle. Et ça, c'est un incendie qui était volontaire au départ et qui devient involontaire en finalité. Voilà, donc les incendies, bon, c'est pas dû au climat, c'est surtout dû à la main de l'homme, euh, volontaire ou involontaire. Et quand c'est volontaire, bon, parfois ça repart involontaire, mais ça arrive, hein, c'est comme un incendie dans une habitation. Bon, on peut avoir un incendie, c'est un accident, comme on dit, ou un incident ou un accident. Mais il y a des personnes, bien sûr, mal intentionnées, qui mettent des feux de forêt volontairement. Et là, ça nécessite, je veux dire, une peine capitale de ne plus sortir de prison parce que, je veux dire, ces gens-là sont des dangers publics pour l'être humain. Ceci étant dit, bon, New York a connu, je veux dire, ces jours-ci, bon, des inondations. Et je vous ai dit encore une fois, que ce soit pour toutes les victimes du climat, mais comme celles qu'on retrouve à New York, puisque ma région a connu aussi, je veux dire, des inondations avec des victimes, ben on leur souhaite paix à leur âme, à tous ces gens-là qui subissent, je veux dire, les affres du climat. Donc, en espérant que euh, euh, bon, à l'avenir, euh, bon, que tout soit fait pour que de telles inondations ne viennent pas. Il faut prendre les devants en fait vis-à-vis des inondations et faire en sorte, donc, toujours, faut d'abord le prendre, bien sûr, quand l'inondation est là, ben, il faut réagir en tant que régime de catastrophe, hein. Donc il faut répondre euh, avec une vitesse très rapide, c'est surtout ça, hein. Voilà, si. Et c'est vrai que dans ces cas-là, tous les services compétents sont saturés, hein. Généralement, parfois, on ne sait même plus appeler, tellement tout le monde appelle en même temps. Donc, on a une saturation des services de secours. Donc, c'est vrai que c'est délicat, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça, je veux dire, une catastrophe. C'est parce que on est dépassé par les événements et on ne sait pas par où commencer,
enfin, c'est pas qu'on ne sait pas par où commencer, mais c'est que les personnes sont, il y a l'eau qui déborde, mais aussi les appels de secours qui débordent. Toutes les personnes sont débordées. Et après, comme on ne sait pas réagir tout de suite, ben, il y a des victimes, hein. Il y a des victimes, fatalement, il y a des victimes qui, et on ne sait pas secourir tout le monde, c'est ça le problème. Bon, ben maintenant, voilà, c'est une catastrophe. Ça n'arrive, heureusement que ça n'arrive pas tous les jours, parce que mais et ceux qui ont perdu des proches ou un être cher, mais retiendront cette date avec, pourront même avoir des petites peurs de l'eau. Dès qu'ils entendront, je veux dire, voilà, de l'eau, où ils verront quelques petites pluies, ben voilà, ils vont commencer à paniquer parce que, je veux dire, ils auront connu la perte d'un être cher, donc ils auront été traumatisés. Et donc, on leur souhaite que, je veux dire, un bon rétablissement à ces personnes qui ont, qui ont connu, je veux dire, ces affres de la météo. Un bon rétablissement à tous les niveaux, hein, parce qu'ils vont perdre leurs biens, ils perdent leurs biens, donc il faut, c'est une nouvelle vie qui recommence, hein. Pour quelqu'un qui a eu son habitation complètement détruite par les eaux, je vous prie de me croire qu'il a tout perdu, hein. Il a perdu toutes ses photos, il a perdu ses clés, il a perdu... Voilà, vous allez me dire, ouais, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. C'est comme quelqu'un qui perd une maison dans un incendie, il perd une partie de lui-même, hein. Faut pas croire que quand ça n'arrive pas qu'aux autres, ben, on sait relativiser, c'est normal. Mais quand ça arrive à soi-même, qu'on connaît ces affres-là, qu'on connaît, bon, qu'est-ce que c'est que avoir été volé chez soi, la violation de domicile, l'incendie de son propre domicile, je veux dire, une inondation, une maladie quelconque, mais c'est là qu'on connaît, je veux dire, ce qu'est euh, ce qu'est euh, cet événement, c'est que cet événement de vie qui touche une personne bien précise. Tant que ça n'a pas touché une autre personne, ben, l'autre personne va toujours relativiser. Ça, parce qu'elle n'a pas connu le cas. Il faut que la personne connaisse le cas pour comprendre voilà, ce que c'est que subir voilà, des mauvais événements. Alors ceci étant dit, encore une fois, je dis à toutes les victimes des inondations du climat dans le monde entier, même en Haïti, je crois, il y a eu des tremblements de terre. Ben, à toutes ces personnes-là, je leur souhaite paix à leur âme et un bon rétablissement, je veux dire, et essayer de s'en sortir de manière euh, au niveau de la morale, en gardant toujours du positivisme par rapport à ce qu'ils ont vécu. Quoi qu'on ne sait pas tirer de positivisme à tout ça, mais en tout cas, par après, on sait se reconstruire, on va dire. Bon, ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo qui va être très importante, qui est un outil supplémentaire qui va être ajouté à la panoplie d'outils. Bien sûr, je suis en plein dans la géométrie analytique dans l'espace, donc c'est un outil supplémentaire que je vais rajouter à la géométrie analytique dans l'espace pour aborder de nouveaux problèmes qui pourraient utiliser cet outil-là. Alors, cet outil est utilisé en géométrie plane, ou je dirais même avant toute chose en géométrie vectorielle, et puis la géométrie plane seule l'accapare, et bien sûr la géométrie dans l'espace euh, peut l'utiliser aussi. Alors c'est un outil aussi qui est utilisé en géométrie analytique vectorielle, c'est-à-dire utilisant un repère avec du calcul, hein. En géométrie analytique plane, là aussi on a du calcul avec un repère, et en géométrie analytique dans l'espace, euh, c'est-à-dire avec un repère en 3D et du calcul. Eh bien, donc vous voyez, l'outil que je vais utiliser ici va être utilisable dans plusieurs domaines, voilà, dans tous ces domaines-là, dans ce qui est domaine de géométrie, en fait, est utilisé en géométrie, et c'est un outil fort utilisé. Fort utilisé. Quoique, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, peut-être une fois. Je ne sais pas, oui, je crois que je l'ai utilisé une fois ou deux, je ne sais plus. Parce que, bon, avec le nombre de vidéos que j'ai fait, je ne sais pas si je l'ai utilisé, mais je crois que je l'ai utilisé une ou deux fois, sans plus, mais c'est vrai que je pourrais faire beaucoup d'exercices sur ça euh, à l'avenir. À l'avenir, je peux faire beaucoup d'exercices sur ça. Mais euh, pour l'instant, je vais le voir dans le domaine de la géométrie analytique de l'espace. Donc je vais le voir à ce niveau-ci. C'est-à-dire, qu'en géométrie analytique dans l'espace, on a bien sûr l'espace de R cube, ou certains l'appellent E cube, ou certains l'appellent tout simplement l'espace E.
Voilà, ça, c'est la dénomination, ce que chacun, bon, peut, peut être amené à l'appeler, hein. Ils appellent l'espace R cube, hein, parce qu'il y a trois valeurs, x, y, z. Voilà. Certains l'appellent E cube, d'autres E. Voilà, pour abréger, ils appellent ça E. Alors, l'espace est rapporté à un repère cartésien, bien sûr, un repère cartésien quelconque, que je vais appeler R, O, E1, E2, E3, ou IJK si vous voulez. Bon, généralement, E1, E2, E3, on l'utilise quand on utilise X1 pour X, Y1 pour Y, et Z1, non, je m'excuse, je me suis trompé. Je m'excuse, j'ai fait un mélange ici. Je me suis trompé, je m'excuse. On utilise X1 pour X, X2 pour Y, et X3 pour Z. Dans ce cas-là, on a un indice, un indice, un indice pour les variables, qui sont en vérité X, Y, Z. Si, là, c'est indicé, et là, c'est pas indicé, c'est juste ça. Alors, là, on les indice quand on utilise les indices ici. Mais généralement, moi, j'utilise X, Y, Z, donc là-bas, c'est IJK. Alors maintenant, moi, ici, dans ce cas de figure-là, donc j'ai l'espace de R cube, que j'appelle R cube, et là-dedans, je vais mettre non pas un repère quelconque, mais je vais quand même mettre un repère orthonormé direct, parce que j'ai l'habitude de travailler avec un repère orthonormé direct, donc il ne faut pas être quelconque. Pour moi, j'ai un ROD, c'est-à-dire là, à ce moment-là, on a IJK qui est perpendiculaire, comme ceci. On aura I, enfin, plutôt I, J, K. Alors maintenant, vous savez très bien ce que c'est qu'un ROD. Si je fais tourner I vers J, mais ça va donner vecteur K. En d'autres termes, si je fais I fois J, GK. Voilà. Donc ça, c'est un ROD, c'est-à-dire un repère orthonormé. Orthonormé parce qu'il bon, il est normé, hein, voilà, par la norme IJK. Et ortho parce que les trois vecteurs de base sont orthogonaux entre eux. Alors, bien sûr, là-dedans, je veux mettre des objets. Donc j'ai R cube. Je vais mettre un ROD. Et bien sûr, je vais placer un plan. Alors, vous allez me dire, ouais, mais de quoi je veux parler? Parce que j'ai pas encore dit, c'était quoi l'outil? Alors, l'outil, c'est ce qu'on appelle euh, le rapport de section. Le rapport de section. Ben, ici, je suis dans l'espace. Hein, c'est un rapport de section dans l'espace. Donc, le rapport de section va concerner le partage. Le partage d'un segment par un plan. Partage d'un segment par un plan. Alors, donc, je pourrais dire que c'est le rapport de section. Comme on est dans l'espace, on va parler de plan. Donc, le rapport de section. Suivant, je mettrai suivant lequel un plan partage un segment. Rapport de section. Bon, c'est un rapport. Comme son nom l'indique, c'est un rapport. Bon, ben est-ce que c'est un vrai rapport? Bon, à certains moments, il sera, à d'autres moments, pas. Pourquoi? Parce que ce sont des notions vectorielles. Hein. Qui dit segment, partager un segment, on va bien sûr, vous aurez compris, faire intervenir la géométrie vectorielle. Le segment, ça va être un vecteur. Hein. On va transformer le segment en un vecteur. Et donc, parler de rapport de segment, je suis d'accord, mais parler de rapport de vecteur, là, c'est un petit peu plus délicat. Donc, quand on parlera euh, de rapport de section, bon, sont vrais, ce sera vrai pour un segment, mais on va valider pour un vecteur, mais c'est un abus, on aura des abus d'écriture. Hein. On va valider pour un vecteur, un rapport de vecteur, bon, bon, on n'a pas ça. Hein.
Voilà, c'est un abus d'écriture pour les vecteurs. On ne fait pas un rapport de vecteurs qui donne le rapport de deux vecteurs n'est pas un nombre, hein. C'est ça que je veux dire, hein. Par contre, le rapport de deux segments, en longueur, ben, c'est vrai que ça donne un rapport, une valeur. Si je fais un rapport de deux valeurs qui sont des scalaires, ben, ça donne un scalaire. Mais si je fais un rapport de deux vecteurs, c'est pas un scalaire, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un nombre, hein. Voilà, donc, c'est pour ça que je vous dis que euh, cette notion sera vraie pour le segment, mais sera un abus d'écriture et validé pour les vecteurs. Je vais le valider pour les vecteurs. Parce que ça va être ici, plutôt, euh, avant d'avoir de la géométrie analytique dans l'espace, ben, ce sera de la géométrie analytique vectorielle, hein. Ici, je me suis trompé. C'est la géométrie vectorielle. Tout ça, ce sont des notions de géométrie vectorielle. D'ailleurs, on commence par la géométrie vectorielle avant d'introduire ça en géométrie plane et en géométrie euh, euh, spatiale. Tout comme ici, là, on a introduit ça en géométrie vectorielle, c'est ce que je vais faire ici. Et on va l'introduire en géométrie analytique plane et en géométrie analytique dans l'espace. Et donc, moi ici, bon, je ne fais pas de géométrie analytique. Je vais partir à partir de la géométrie vectorielle pour l'introduire dans la géométrie analytique dans l'espace. Voilà, c'est ce que je fais. Alors maintenant, on va aller chercher les objets dont on a besoin. Bon, on a un R cube, on a un ROD. Je vous ai dit, ici, je ne prends pas un repère quelconque, hein. Je prends un ROD. Voilà. Et alors, je vais étudier donc le rapport de section. Et ce rapport de section, il aura un but, hein. Il aura un but, enfin plusieurs buts d'ailleurs, dont notamment un, c'est de zoner le plan. On pourra zoner le plan. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vais déjà mettre à quoi va être utile son usage pour pas qu'on parte, je veux dire, dans des considérations qui ne sont, je veux dire, qui pourraient poser questionnement. Donc ça sera, on sait à quoi ça va servir ce rapport de section, notamment ça va être pour zoner, en partie pour zoner le plan. Mais il sera utile dans beaucoup d'applications, vous allez le voir. Je ferai après cette vidéo voilà, d'explication un exercice sur le rapport de section dans l'espace. Vous allez voir que je ferai un exercice et je vais utiliser ça, cette notion-là. Alors maintenant, avant toute chose, comment pourrait-on écrire le rapport de section? Alors, le rapport de section, je pourrais écrire que c'est, bon, au niveau vectoriel, je peux écrire que c'est... On commence par la géométrie vectorielle, hein. C'est pour ça que je vous disais, ici c'est de la pure géométrie vectorielle. AM égale MB, hein, pour lequel il y a un coefficient lambda appartenant à R. Un lambda appartenant à R. Voilà. C'est un scalaire. Par contre, AM et MB sont des vecteurs. Alors, si AM et MB sont des vecteurs, ben, j'ai besoin d'un point A, j'ai besoin d'un point B, et bien sûr, je recherche un point M. Alors, A est connu. Alors, comme maintenant je vais retomber sur la géométrie analytique dans l'espace, A a pour coordonnées A1, A2, A3. B a pour coordonnées dans le repère orthonormé direct B1, B2, B3. Bon, A et B sont connus, hein. Donc ce qui veut dire que ici, ce rapport de section suivant lequel un plan partage un segment, eh bien, d'abord il me faut un plan. Il faut un plan, hein. Et alors il me faut deux points. Alors maintenant, ça c'est la discussion qu'on pourra avoir plus tard. Ben, les deux points peuvent être de part et d'autre du plan. Mais les deux points peuvent être du même côté du plan. C'est ça que je veux dire zoner le plan, c'est ça, hein. Soit le B, par rapport au plan pi, A et B sont du même côté, ou soit A et B sont de côté, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, à des côtés, sont de part et d'autre, c'est ça, de part et d'autre du plan. Soit A et B sont
du même côté du plan, ou soit A et B sont de part et d'autre du plan. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut A et B, et pi. Et bien sûr, on va rechercher un point M, bien sûr, pour lequel il fera rapport de section. Alors maintenant, je pourrais dire que, autre chose, A n'appartient pas au plan pi. B n'appartient pas au plan pi. Bon, donc on va retirer ce cas de figure-là, et on va faire en sorte aussi que AB n'est pas parallèle au plan pi. AB n'est pas parallèle au plan pi. Comme ça, on a fixé la donne. Alors maintenant, il faut rechercher le point M pour lequel on a un rapport. Ah, donc, rapport de section suivant lequel un plan partage un segment. Alors, le segment, s'il est ici, il sera là, dans ce cas-ci. Voilà. Et dans l'autre cas, le segment, il est là. Alors, vous voyez qu'il y a deux cas d'études possibles. Hein. Mais ça, je ferai les cas d'études par après, parce que c'est vrai que moi, je vais faire en sorte de prendre ce cas-là. Voilà, le segment rouge. Et puis, je ferai le cas d'étude pour AB. Donc, ici, je vais prendre AB de part et d'autre. De part et d'autre du plan. Je vais prendre AB de part et d'autre. Donc, maintenant, si on lit la définition, rapport de section, c'est le rapport suivant lequel, c'est le rapport suivant lequel un plan partage un segment. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est le segment AB. Le plan va séparer AB. Alors, le point de séparation, vous aurez compris que c'est le point de percée. Hein. Je suppose que je mettais un point de percée, voilà. Ici, je vais mettre un point de percée. Eh bien, ce point de percée, je vais l'appeler M. M. Donc, et là, maintenant, je peux écrire les écritures que voici. AM égale lambda MB. M égale lambda MB. Donc, le segment, vous voyez que c'est linéaire. Hein. AM est linéaire. C'est du purement linéaire. Hein, parce que bon, on trouve M de chaque côté. Ça veut dire que c'est linéaire. C'est dans une ligne. On a bien un segment. Voilà, donc, ça veut dire que AM est proportionnel à MB. Ça veut dire que AM et MB sont... AM, le voici. Donc AM, maintenant, je vais le subdiviser. On aura AM qui est là, jusqu'au point M. Et MB, je vais le mettre en jaune, c'est celui-là. Ils sont d'office, comme on a un point commun M, l'écriture que je viens de vous mettre, c'est une écriture qui est, on va dire, linéaire. C'est AMB, AMB sont collinéaires, d'office. On ne saura pas avoir M qui est ailleurs. Donc, A, M, B sont collinaires. A, M, B sont collinaires. Donc, A, c'est un point donné. B, c'est un point donné. Et M, bon, c'est un point que je vais appeler M1, M2, M3. De coordonnées M1, M2, M3. Voilà. Alors, j'aurais pu écrire le rapport de section lambda égale à M sur MB. Ben, le rapport de deux vecteurs ne fait pas un nombre. Hein. Ça, c'est un abus. Mais on l'accepte. On l'accepte pour... c'est un abus. Ben, quand on écrit ça, on sait ce que c'est. Ça veut dire que c'est un rapport de section. Ça ramène vers la notion de rapport de section. Et donc, parce que le rapport de deux vecteurs n'est pas égal à un nombre. C'est un abus d'écriture, mais on prend en considération, en sachant que, bon, on sait très bien que c'est un rapport de section. Voilà. Donc maintenant, on a un petit peu de tout.
On a le point A, le point B, le point M. Bien sûr, j'ai pas mis le plan. Je vais mettre tout de suite le plan. Alors, je vais réduire tout ça. Hein. Le plan, je ne l'ai pas mis. Et comme ça, j'aurai tout dans le plan, dans l'espace, je m'excuse. Le plan a pour équation, bah, c'est une équation qui est donnée, hein, bien sûr. Et donc ici, en général, ce sera mx plus ny plus pz plus q égale 0. Alors, on va s'occuper maintenant de AM. Et puis, je m'occuperai de MB. Alors, qu'est-ce que c'est qu'AM? Il faut que j'écrive ça par rapport au repère orthonormé. Je vais passer par l'origine, bien sûr, pour l'écrire par rapport au repère orthonormé. CAO plus OM, donc je passe par l'origine. Donc, c'est OM moins OA. Et donc, en composante, la composante de OM, M c'est M1I plus M2J plus M3K moins A1I plus A2J plus A3K. Ce qui va donner M1 moins A1 I plus M2 moins A2 J plus M3 moins A3 K. Donc ce qui veut dire que les composants de AM, c'est ça. Je vais les écrire. Les composants du vecteur AM, c'est M1 moins A1, M2 moins A2, M3, on va pas fort, je vais redescendre d'un cran, M3 moins A3. Bon, je vais faire la même chose avec le vecteur BM. Alors, avant d'écrire ceci, je peux vous dire quelque chose. C'est que le rapport de section, il peut se noter S, rapport de section S, M, AB. Alors, si vous écrivez ça, ça signifie ça. Ouais, c'est aussi une autre forme d'écriture, c'est aussi d'écrire ABM. Hein. Si vous écrivez ABM, c'est la même chose, c'est le rapport de section. Bon, et maintenant, si vous voyez en termes de distance, on peut le faire en termes de distance, pour autant que je retrouve mon curseur. Je sais pas où ce qui est passé. Là. En termes de distance, je pourrais écrire que c'est lambda AM sur MB. En termes de distance. Donc ça veut dire que c'est, bon, bien sûr, AM sur MB, donc c'est ceci. AM. Alors AM, qu'est-ce que c'est que AM? C'est la coupure du plan. Hein. AM, c'est... Donc si j'avais mis des longueurs, si j'avais gardé le segment et non plus des vecteurs, la distance AM, c'est ceci, c'est de là à là. La distance MB, c'est de là à là. Ça veut dire que AM, c'est le rapport suivant lequel un plan partage un segment
voilà, il partage un segment. Donc il va avoir une certaine distance à B d'un côté, à M d'un côté, et de l'autre côté, il va rester MB. C'est ça que ça veut dire, hein. Le plan va couper, il va rester à M. Oui, bien sûr, ici j'ai pris le cas où A et B étaient, on va dire, de part et d'autre du plan. Mais après, il y a un cas de figure où A et B, bien sûr, sont du même côté du plan. Et ça permettra de zoner le plan, hein, ça. Vous verrez qu'après, ça permettra de zoner le plan. Donc ici, le plan pi, il coupe le segment AB en un point M, et donc le rapport, il coupe en un rapport suivant lequel on a AM d'un côté et MB de l'autre. MB de l'autre. Ce qui veut dire que si je fais, voilà, je regarde le rapport de division, j'ai une valeur qui est lambda entre AM et MB. Et c'est ça qui est traité ici. Et maintenant, je vais traiter non plus AM, mais MB. Je vais faire la même chose avec MB. Alors, si j'écris MB, je vais essayer de l'écrire. Bon, je mettrai les flèches après, hein. Je vais l'écrire comme ceci. MB, c'est quoi? C'est MO plus OB. C'est égal à OB moins OM moins OM. C'est égal à OB, c'est B1I plus B2J plus B3K moins M1I plus M2J plus M3K, ce qui fait MB égale B1 moins M1I plus B2 moins M2J plus B3 moins M3K. MB c'est un vecteur, MO est un vecteur, OB est un vecteur, OB est un vecteur, OM est un vecteur, I étant un vecteur, J étant un vecteur, K étant un vecteur, I étant un vecteur, J étant un vecteur, et K étant un vecteur. Alors je fais la même chose en dessous. Je mets pas les flèches parce que bon, je vais pas mettre. On sait bien que c'est des. J'ai mis une barre pour dire que c'est vectoriel. MB étant un vecteur, B1 moins M1 sont des scalaires. I étant un vecteur, B2 moins M2 scalaire, J un vecteur, B3 moins M3 scalaire et K vecteur. Bon, ce qui veut dire que vecteur MB c'est égal à
Ici, ça c'est les composantes du vecteur MB. Donc j'ai les composantes du vecteur AM et j'ai les composantes du vecteur MB. Donc maintenant je vais faire AM égale lambda MB. AM égale lambda MB avec lambda appartenant à R, bien sûr. Ben, je vais écrire ça en composantes. En équation, je m'excuse, en équation. Je vais l'écrire en équation. Ou plutôt en système d'équations. Bon, maintenant, ayant ceci, je peux tirer voilà, que vaut M1. Enfin, que vaut M1, M2, M3. Alors pour ça, je vais isoler M1. Bon, je vous rappelle que je cherche M. Il ne faut pas perdre de vue ça. Je vous l'avais dit tout à l'heure, bon, je cherche le point M là. Point M là, qui est le point de percée quelque part. Je cherche le point de percée. Hein. Donc il y a moyen de trouver le point de percée que par la méthode du rapport de section. Pour autant qu'on connaisse bien sûr le lambda, le rapport segmentaire. Ça s'appelle aussi le rapport segmentaire ou rapport de section. C'est un rapport segmentaire. Ouais, j'aurais dû le mettre ici. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui l'appellent rapport segmentaire. Ouais, rapport segmentaire, bien sûr, rapport de section. Ben, on va se ramener, bien sûr, au segment, oui, mais surtout de vecteurs. Surtout de vecteurs, parce que c'est une notion vectorielle. Hein. On ramène les segments pour faire un vecteur avec un segment, c'est ça. Bon, il suffit de rajouter une flèche. Hein. Un segment, il y a une longueur, donc il y a une norme vectorielle. Il y a une direction du segment, donc il y a une direction du vecteur. Mais c'est juste qu'il faut rajouter une flèche pour faire le sens. Donc maintenant, je vais isoler, je cherche le point M, je vous l'avais dit, je suppose que je l'avais mis, AMB, je sais plus ce que j'ai mis ça, j'ai peut-être effacé, le M, j'avais dit que je cherchais le M. J'avais mis un point d'interrogation, à mon avis c'était ici, hein, j'avais mis un point d'interrogation pour dire que je cherchais le M. Donc en d'autres termes, je cherche M1, M2, M3, donc pour chercher M1, M2, M3, mais il faut isoler, hein. Je vais isoler ça tout de suite.
Donc j'aurai M1, M2, M3. J'isole ceci. Donc si je fais les équations, bon, je vais le faire voilà, mentalement. J'aurai lambda B1 moins M1, il va aller à droite pour faire M1 plus lambda M1. Ah, bon, quand même, je vais en faire, je vais le faire pour le premier, et puis le restant ça va être le même. M1 plus lambda M1 égale A1 plus lambda B1. Donc je vais mettre M1 en évidence. 1 plus lambda égale A1 plus lambda B1. Donc vous aurez compris que c'est A1 plus lambda B1. J'ai mal écrit le A1. A1 sur 1 plus lambda. Il y a un dénominateur en plus, donc il faut que je remonte le tout. Donc je vais remonter tout ça. Je vais effacer tout ce qu'il faut. En commençant par les calculs ici. La collade, je vais l'agrandir. En fait, il y a un dénominateur, hein, c'est normal que... M1, M2, M3. Là, vous devez juste mettre des 2. Et là, 3, 3. Bon, maintenant, j'aurais pu l'écrire... j'aurais pu l'écrire autrement. Pour avoir plus facile, donc... je vais simplifier. Donc, avant toute chose, je dirais qu'on a un segment. Bon, le segment, il est support d'une droite. Hein. Le segment est support d'une droite. Donc, je peux dire que la droite AB, parce que il est support, le segment est support d'une droite, c'est une partie de droite. Donc, je peux construire à partir de AB une droite. Hein. Je peux dire que la droite AB perce le plan, bien sûr pi, parce que dans mon cas de figure, j'ai appelé le plan pi, en M, et donc le point de percée de la droite AB dans le plan pi. Donc M est le point de percée, puisque la droite AB perce M en pi. Ça, c'est une chose à dire. Alors, l'écriture que je viens de vous faire ici, elle peut être abrégée, parce que c'est 3 fois la même chose.
Donc M1, M2, M3, c'est quoi? Ben, c'est les coordonnées de M. Hein. M1, M2, M3, c'est les coordonnées de M. Donc, ce qui veut dire que les coordonnées du point de percée M, ben, à la place de l'écrire comme ceci, M1 égale A plus lambda B1 plus lambda M2. Vous voyez que ici, c'est chaque fois la même chose. Hein. On a 1 plus lambda, 1 plus lambda, 1 plus lambda. Donc, je vais écrire une écriture plus simple. Donc, ici, je vais l'écrire de façon mathématique. Donc, on va écrire AB. AB, c'est la droite. Hein. AB perce pi en M. M, ses coordonnées, c'est M1, M2, M3. Soit A, on connaît le rapport de section ici, puisque ABM égale lambda. Si on connaît le rapport de section, hein, là, il est connu, bien sûr, appartenant à R. Il est connu. Hein. Voilà, ce rapport de section, il est connu. Ben, on peut avoir les coordonnées de M. Bon, les coordonnées de M, c'est ceci. Mais je vais l'écrire en abrégé. Si j'écris ça en abrégé, je vais appeler ça par un indice I variant de 1 à 3. J'aurai bon, AI plus lambda BI sur 1 plus lambda. C'est pour l'écrire de façon abrégée. MI égale AI plus lambda BI sur 1 plus lambda. Là, vous avez les coordonnées du point M. Du point M. Alors maintenant, je vous ai dit que M est le point de percée. Donc ça veut dire que M appartient à pi. Ça veut dire que les coordonnées du point pi vérifient l'équation du plan pi. Or, l'équation du plan pi, je vous ai dit que, attention que je vous ai dit que oui, tout d'abord, AB est non parallèle à pi, ça vous le savez. Donc je peux écrire que, tout d'abord le plan. Je vais mettre le plan avant tout. Voilà, le plan c'est mx plus ny plus pz plus q. Donc en d'autres termes, je vais l'écrire dans une nouvelle feuille. M appartient au plan. M appartient à pi. Or pi c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Alors ici je peux dire que M, je vous ai dit que c'était les points MI, c'était AI plus lambda BI sur 1 plus lambda. Et ça veut dire que j'aurai M fois A1 plus lambda B1 sur le tout sur 1 plus lambda à chaque fois. Il y aura de 1 plus lambda, sauf, oui, jusqu'à Q. Jusqu'à Q. Bon, je vais mettre jusqu'à Q. Là,
Bon, maintenant, je vais mettre tout au même dénominateur et je vais chercher le lambda. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire que AB n'appartient pas au plan pi. Hein. Il n'est pas je m'excuse. Oui, A et B n'appartiennent pas au plan P. Pi, je m'excuse. Donc, je vous l'avais dit au départ. A n'appartient pas au plan pi. Vous le voyez ici, A n'appartient pas au plan pi. B n'appartient pas au plan pi. Ça veut dire que si vous mettez la coordonnée de A dans le plan mx plus ny plus pz plus pz plus q égale 0, vous n'aurez pas égal 0. Hein, puisqu'il n'appartient pas. Donc, on aura, voilà, si je devais écrire ceci, si je remplace par A, ça c'est une petite remarque que je peux vous faire, hein, si je remplace par A n'appartient pas au plan pi. Donc on aura M à 1 plus N à 2 plus P à 3 plus Q différent de 0. Ça doit faire ça parce qu'il n'appartient pas au plan. B n'appartient pas au plan. On aura la même chose. Je vais l'écrire avec ça. On aura M B1 plus M B2 plus N NB2 plus P B3 plus Q différent de 0. Bon, et le troisième, non parallèle, M B1 moins 1 plus N B2 moins A2 plus P B3 moins A3 différent de 0. Voilà, comme ça vous le savez. On a trois conditions ici voilà, de non-égalité par rapport à 0. Puisque A n'appartient pas au plan, B n'appartient pas au plan, que AB n'est pas parallèle au plan pi. Bon, maintenant, je vais aller rechercher ce fameux lambda. Alors, il faut que je fasse un petit calcul de ceci. Pour ça, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, c'est 1 plus Q lambda. Je vais réduire tout ceci. Alors, maintenant, je vais aller vers la recherche de mon lambda. Hein. Donc, celui-ci, je vais le mettre au même dénominateur. J'ai 1 plus Q 1 plus Q, 1 plus lambda sur 1 plus lambda. Voilà, fois Q égale 0. Maintenant, je peux aller. Donc, je vais tirer MA, NA2, MA1, NA2, PA3. Plus Q. Donc, j'aurai M A1 plus
N A2 plus P A3 plus Q. Voilà, ça c'est l'appartenance du point M, du point A au plan pi, mais il n'appartient pas, il est différent de 0. Il est différent de 0, donc mais c'est comme si je faisais appartenir au plan pi, mais il n'appartient pas, il est différent de 0, donc c'est une valeur. Hein. Ceci, c'est différent de 0, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, c'est une condition, là. La condition, MA1, MA2, PA3 plus Q est différent de 0. Donc, c'est différent de 0. Donc, il y a peut-être une rectification que je vais faire après. Le lambda appartient à R sauf 0, bien sûr. Je suppose qu'il est. Je vous avais dit au départ, lambda appartenant à R sauf 0. Parce que, vous allez voir que normalement... oui, normalement... oui, 0, je dois le bannir, normalement. Parce qu'on n'aurait qu'un point. On n'aurait pas de segment. Si je mets lambda égale 0, ouais, m égale 0, mais ça veut dire que a égale m. Hein. A égale m. Donc, je vais bannir ce cas de figure-là. Donc, je prends réellement qu'il y a un segment. Donc, je vais faire lambda différent de 0. Et donc, ça, c'est comme si on remplaçait le point A dans le plan, mais il est différent de 0. Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il n'appartient pas au plan. Bon, maintenant, pour l'autre, je vais sortir le lambda. Plus. Alors, ici, je simplifie par lambda, sachant... Alors, attention que 1 plus lambda doit être différent de 0. Hein. Donc, quelque part, lambda doit être différent de moins 1. Je dois rejeter aussi le moins 1, normalement. Moins 1, je dois le rejeter. Donc, je dois rejeter le 0 et le moins 1. Alors, voyons voir s'il est égal à moins 1, qu'est-ce que ça ferait lambda égale moins 1. Moins 1, ça voudrait dire que AM égale AM égale BM. Si AM égale BM, ça veut dire que A égale B. A égale B. Or, on a dit que... je m'excuse, ici, c'est pas des vecteurs. C'est des points. C'est le point A égale B. Or, ici, on a dit que, par hypothèse, ben, A et B sont des points distincts. Voilà, donc, en fait, il faut pas... il faut que A et B soient distincts. A différent de B. Donc, je rajouterai ici de retirer lambda appartient à R0, parce que R0, on aurait un point. Voilà, on aurait lambda égale 0, ça fait m égale 0, c'est un point nul. Hein. C'est un point. Voilà. Donc, et il faut que j'enlève aussi moins 1. Pour que on ait un segment, que les deux points ne soient pas confondus. Donc voilà, le domaine ici, il est mis clair et net. Alors, 1 plus lambda est différent de 0. Maintenant, je vais mettre le lambda, je vais ressortir du lambda de l'autre. Voilà. Et là, c'est comme si j'avais mis M B1 MB1 plus NB2 plus PB3 plus Q égale 0. Voilà.
Là, on a, je peux sortir le lambda, parce que je cherche lambda, c'est égal à moins. Alors là, vous aurez remarqué que c'est comme si je remplaçais, celui-ci, c'est comme si je remplaçais par le, le point A dans le plan pi, et là, c'est comme si je remplaçais le point B dans le plan pi. Or, on sait bien que ça, c'est différent de 0, parce que B n'appartient pas au plan, et celui-ci, il est différent de 0, car il n'appartient pas au plan. Donc, ce que je peux faire, c'est que, bon, maintenant, je peux mettre celui-ci à gauche, mais ben, il devient négatif. Il va devenir négatif. Si changement devient négatif. Et l'autre, là-bas, il devient, il est au dénominateur. Et là, j'ai la valeur du comment trouver la valeur du rapport de section connaissant les deux points A et B et connaissant le plan pi. Là, j'ai vraiment la valeur du plan, le plan de section. Autant on peut trouver le point de percée, si je veux trouver le point de percée, mais vous pouvez trouver le point de percée, mais connaissant le lambda. Hein. Enfin, au travers du rapport de section, je parle. Hein. On peut trouver le point de percée, mais il faut connaître en connaissant bien sûr le lambda, c'est ça que je veux dire. Connaissant le lambda, je peux trouver le point de percée. Parce que le point de percée, on peut le trouver autrement. Hein. Bon, il y a une autre technique pour trouver le point de percée. Mais maintenant, pour trouver le rapport de section, voilà, émis, ça c'est le point de percée. On peut trouver, vous voyez, le point de percée connaissant le lambda. Mais on sait trouver le point de percée autrement. Je vous le dis tout de suite. Voilà, ça c'est là. Ici, je fais d'une pierre deux coups avec le rapport segmentaire. Connaissant le rapport segmentaire, je peux trouver euh, le point de percée, MI. Enfin, les coordonnées du point de percée, MI. Maintenant, autre chose, connaissant le point A et B, et bien sûr le plan pi, eh bien on peut trouver le rapport segmentaire en appliquant cette formule-là. Alors c'est là que maintenant on vient, bien sûr il y a un moins, c'est maintenant que vient la discussion sur, bien sûr, tout ça c'est différent de 0, hein, parce que je vais expliquer pourquoi. Donc lambda est différent de 0. Lambda est différent de 0. Alors maintenant je vais faire la discussion sur, comment on appelle ça, le lambda, et je vais maintenant zoner l'espace à partir du rapport segmentaire. Alors, je vous rappelle que le plan a une équation pi a pour équation ax, enfin m, j'ai utilisé la lettre m, donc je continue avec la lettre m. Mx plus ny plus pz plus q égale 0. Ça c'est le plan. Mais si je remplace par le point A, ceci c'est aussi f de x, y, z égale 0, c'est la même chose. Bon, c'est une fonction à 3 variables. Maintenant, si je fais m à 1 plus n à 2 plus p à 3 plus q, ben, bien sûr, lui, il est différent de 0 parce qu'il n'appartient pas au plan. Eh bien, c'est comme si je faisais f de A1, virgule, A2, virgule, A3, bien sûr, qui est différent de 0. Bon, je peux faire la même chose pour
pour le point B, simplement, je vais remplacer ici par B1, B2, B3. C'est comme si j'avais F2, B1, F2, B2 et F2, B3. Donc l'écriture que vous avez là, la recherche du rapport de section ici, ben, je peux le noter autrement. Lambda, ce sera le rapport de la recherche du rapport de section par l'entremise de cette formule va donner lambda égale moins f de A1, A2, A3 sur f de B1, B2, B3. Voilà. Donc ça devient ceci. Bon, qui est différent de 0 ici. Et là, bien sûr, c'est différent de 0. Et donc le rapport en entier, il est différent de 0. Même si je prends l'opposé, on s'en fout. Alors maintenant, je vais zoner le plan. À partir de ça, je peux zoner le plan. Je vais zoner le plan à partir de ça. J'avais pris par hypothèse au départ que j'avais le plan et on avait des points part et d'autre. A et B étaient de part et d'autre du plan. Ben, voyons voir ce cas de figure là et puis on va voir l'autre cas. Alors, je vous remets la formule ici, bien sûr, je vais la réduire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si A et B sont de part et d'autre du plan, il y a deux cas de figure. Hein. A, premier cas, A et B, part et d'autre du plan. Donc on a A ici et B de l'autre côté. Ou, deuxième cas de figure, A et B du même côté du plan. Donc on aurait là A. Ici je vais mettre en une autre couleur pour pas mélanger avec le A, le B de l'autre. Là on aurait le A ici, du même côté du plan. Attention, ils ne sont pas parallèles. Hein. A et B ne doivent pas être parallèles au plan. Et A n'appartient pas au plan, B n'appartient pas au plan, et AB non parallèle au plan. Ça vous le savez parce que j'ai mis les hypothèses dès le départ. Alors, si A et B sont de part et d'autre du plan, donc c'est-à-dire s'ils ne sont pas dans la même région coupés par le plan, eh bien on peut dire que le lambda sera positif. Pourquoi? Enfin, je m'excuse. S'ils sont du même côté du plan, ils sont de même signe. S'ils sont du même côté du plan, comme ici, ils sont du même côté du plan, ils sont du même signe. Mais il y a un moins là. Ils sont du même signe. Le signe ici est le même que celui-là, mais il y a un moins. Donc ça veut dire qu'on aura... ils seront opposés. Donc le lambda sera négatif. S'ils sont du même côté, lambda est négatif. Pourquoi? Parce que même côté signifie même signe de ces deux expressions. On a le même signe. Mais comme il y a un moins, ils vont être opposés. Hein. Ils vont être opposés.
Enfin, le lambda serait négatif, c'est ça que je veux dire. Le lambda sera négatif. Donc, dans ce cas-là, lambda est négatif. Puisque A et B sont de même signe. Donc, comme il y a un moins pour même signe, bon, moins par moins, ça fait plus. Ou plus par plus, ça fait plus. Mais comme il y a un moins, ça fait moins. Donc, lambda sera négatif. Maintenant, s'ils sont de part et d'autre, ben, vous aurez compris qu'on aura lambda positif. Parce que, pourquoi? Parce que là, de part et d'autre, ça veut dire qu'ils sont de signes opposés. Si l'un est plus, l'autre est moins. Ou si l'un est moins, l'autre est plus. Donc, ils sont de signes opposés. Mais avec le moins qui est là, mais le lambda va rétablir la positivité. Donc, lambda est positif. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut juste, par le lambda, dire si, au départ, j'ai pris par hypothèse qu'ils étaient de part et d'autre. Hein, de part et d'autre. Mais ça, c'est en discussion de lambda. C'est le signe du lambda. Il faut voir le signe du lambda, voir s'il est négatif. Bien, négatif. Si la lambda a une valeur négative. Attention que lambda est différent de 0, hein, je vous l'ai dit. Hein. On ne saura pas avoir 0 et on ne saura pas avoir moins 1. Parce que bon, moins 1, c'est encore quelque chose un peu étrange. Ben, donc lambda négatif, ça veut dire qu'ils. Lambda négatif, ça veut dire qu'ils sont de part et d'autre. A et B sont de part et d'autre. A et B sont de part et d'autre du plan. Et c'est comme ça qu'on zone le plan. On peut zoner le plan comme ça. Donc là, ils sont... Enfin, zoner l'espace, je m'excuse. Je zonais l'espace, pas le plan. Donc, si A et B sont... du même côté... Ouais, je me suis trompé ici. C'est pas de... Je fais une erreur. S'ils sont du même côté... s'ils sont du même côté, lambda est négatif. Voilà. Même côté, lambda négatif. Donc, ici, moi, j'ai pris un lambda positif. Parce que j'ai pris A et B de part et d'autre. De part et d'autre, c'est positif. Bon, j'espère que j'ai pas fait l'erreur là-bas. De part et d'autre, oui, c'est ça, c'est bien positif. Hein. De part et d'autre, voilà, A est là, et B est là, le plan il est là. Puis, de part et d'autre, lambda est positif. Mais du même côté, lambda est négatif. Donc, ici, j'avais pris au départ un lambda, par hypothèse, mon lambda était strictement positif. Strictement positif. Par hypothèse pour développer le tout. Mais après, oui, si, je l'ai pris strictement positif, lambda. Mais après, bien sûr, je peux vous dire qu'il peut être strictement négatif aussi, dans le cas où on étudie le A et B du même côté du plan. Donc, l'étude, elle est la même. Hein. Vous faites juste, tout est le même, mais simplement le lambda sera négatif. Donc, la formule ne change pas pour s'ils sont du même côté. Hein. Si A et B sont du même côté du plan, la formule là ne change pas, rien ne change. Hein. Par contre, on n'aura pas de point de percée là. Si, on aura un point de percée. Oui, on aura quand même un point de percée, c'est normal, parce que si je relie la droite AB, il va percer en un point M. On aura toujours un point de percée. Donc le point de percée, ben, c'est toujours ben, le M. Le M avec la coordonnée MI. Simplement, le lambda sera négatif. Tout reste valable hein, pour de part et d'autre. Ça a été développé pour de part et d'autre, mais si je prends le développement pour le même côté, A et B du même côté, ou dans la même zone par rapport au plan, pi, eh bien, il n'y a rien qui change. Hein. Ce n'est que, voilà, ça va rester. Tout va rester. Simplement, le lambda sera négatif, puisqu'ils sont du même côté du plan. Lambda va être négatif, puisque le f de A1, A2, A3, f de B1, B2, B3, comme ils sont du même côté du plan, sont de même signe. Voilà, même signe, soit plus divisé par plus, ça fait plus, ou moins divisé par moins, ça fait plus, et multiplié par le moins qui est là, voilà, le moins, ben, le lambda sera négatif s'ils sont du même côté du plan, dans la même zone du plan de l'espace. Mais s'ils sont situés de part et d'autre du plan pi de l'espace, eh bien, le lambda sera positif. Donc, mais tout reste valable. Hein. Ça va être une influence rien qu'au niveau du lambda. C'est juste ça. Donc, il faut retenir ça.
faut juste retenir ça pour le zonage. Lambda positif, ça veut dire A et B de part et d'autre. Parce qu'il y a un moins. C'est le moins du lambda. Lambda égale moins FA1, FA2, A3, FB1, B2, B3. Sachez qu'il y a un moins dans le lambda. Donc si part et d'autre signifie même côté, ce sera moins. Ce sera contrariant. Voilà, il y a un effet contrariant. Même côté, on pourrait se dire, ouais, mais le lambda devrait être positif. Mais non, il est l'opposé parce qu'il y a un moins dans l'écriture ici. Il y a un moins. Il y a un moins ici. Il y a une écriture contrariante du fait de ce moins-là. Je vous remercie.